Il y a 2500 ans, une cité grecque se développe de façon spectaculaire. De sa prospérité naissent la philosophie, le théâtre et un incroyable idéal politique. Cette cité, c'est Athènes, et cet idéal, la démocratie. La démocratie triomphe brièvement avant de tomber dans l'oubli. Elle est pourtant vénérée aujourd'hui comme la pierre angulaire de la civilisation occidentale. La première superpuissance mondiale défend les idéaux athéniens. Liberté, égalité et liberté d'expression. Mais sommes-nous vraiment les héritiers de l'âge d'or grec ? Ces colonnes d'un blanc immaculé sont pour moi à l'image de ce que nous avons fait du passé grec. Nous avons pris le monde grec et nous l'avons sublimé. Nous en avons fait un fantasme, ne retenant de l'histoire grecque que ce qui nous arrangeait et non ce qui s'est véritablement passé. Retournons dans l'antique Athènes. Questionnons les faits, sans concession et en toute objectivité, pour découvrir la véritable histoire de la démocratie. Le nom d'Athènes évoque toute une iconographie. Nous viennent à l'esprit les silhouettes qui ornent les vases antiques, les grands philosophes, le Parthénon. Nous chérissons Athènes comme étant la première société libre et égale, la pierre fondatrice de la démocratie telle que nous la connaissons. Derrière cet idéal, il y a une cité qui votait systématiquement pour aller en guerre afin d'étendre son hégémonie et s'enrichir toujours plus. Une cité qui prenait la liberté d'expression, mais qui ne tolérait aucune critique interne. Il est temps de passer à la loupe cette image idéalisée de la démocratie athénienne. De récentes découvertes archéologiques ont permis de jeter un éclairage nouveau sur ce que nous savons de l'âge d'or grec. Au 5e siècle avant notre ère, 300 ans avant l'émergence de Rome, le monde est dominé par les grands empires asiatiques. L'Europe n'est qu'une province gouvernée par des tribus primitives. Mais cet ordre mondial est sur le point de se redéfinir radicalement. Une nouvelle puissance, la Perse, a assujetti les grandes civilisations du Moyen-Orient pour s'imposer comme la première superpuissance mondiale. L'empire du roi des rois s'étend des Bouches de l'Indus aux portes de l'Europe. Mais en périphérie des frontières du premier empire mondial, une petite enclave territoriale commence à se distinguer. Coincée entre l'Orient et l'Occident, c'est un ensemble de vallées, de plaines et d'îles montagneuses gouvernées par des centaines de cités rivales. Parmi l'une d'elles se trouve Athènes. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Athènes s'étend au pied de l'acropole, une forteresse naturelle de calcaire, couronnée de structures de pierre, où les habitants viennent faire des sacrifices à leurs dieux. À l'ombre du plateau rocheux bat le cœur de la cité, l'agora, où les Athéniens viennent acheter, vendre, parler et débattre. C'est l'épicentre de la vie athénienne, l'un des endroits les plus bruyants du monde grec. Elle est bordée de grands édifices et de petits sanctuaires. Les archéologues fouillent le site depuis le début des années 1930 et ont rempli des salles entières d'artefacts témoignant des 5000 ans de la vie athénienne. John Camp me fait visiter les lieux. Combien d'objets sont entreposés ici ? 250 000 artefacts catalogués. Nous avons beaucoup de céramiques qui nous permettent de dater le tout. Les vestiges mis au jour nous montrent que l'Athènes de l'âge d'or a des fondations préhistoriques.
Avant d'être le cœur de la vie civique, c'était un cimetière. Nous avons trouvé un grand nombre de sépultures, plusieurs centaines datant de l'âge de fer et de l'âge de bronze. Ces dépouilles ont été enterrées bien avant que cela ne devienne le centre de la ville. À quand cela remonte-t-il? Entre 1000 et 1500 ans avant notre ère. Nous avons tendance à oublier que nous marchons continuellement sur les fantômes du passé. Effectivement. Au 8e siècle avant notre ère, les États grecs émergent des siècles obscurs et se développent rapidement. Les navires grecs sillonnent toute la Méditerranée pour commercer avec la Palestine, l'Afrique, l'Italie et la mer Noire. Ce sont des sociétés guerrières. Mais les Grecs ne recherchent pas l'héroïsme individuel. Ils opposent un front uni et combattent en rang serré. Les hoplites se protègent les uns les autres avec leurs boucliers. Dans tout le monde grec, les dictateurs militaires populistes, les tyrans, soutenus par des armées de citoyens, prennent le pouvoir des mains des élites traditionnelles. L'ironie du sort fait qu'à Athènes, la voie de la démocratie est pavée par la tyrannie. Le mot Tyrannos est d'origine lydienne et désignait initialement un dirigeant, un maître, et n'avait pas nécessairement une connotation péjorative. Mais au fil du temps, les tyrans grecs ont fini par se tailler une réputation digne du mot tyran, tel que nous le comprenons aujourd'hui. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le mot tyran est devenu synonyme d'abus de pouvoir. À la fin du 6e siècle, Athènes se rebelle contre le régime vindicatif des tyrans. Ces derniers sont démis de leurs fonctions par un groupe d'aristocrates qui se mettent aussitôt à se disputer le pouvoir. C'est de ce conflit que naissent les prémices de la démocratie. D'un côté, il y a Isagoras, qui a le soutien de Sparte, la cité rivale d'Athènes, et de l'autre, Clisthène, qui doit trouver une stratégie pour contrer la supériorité militaire de ses adversaires. Clisthène élabore un plan révolutionnaire. Il fait appel au peuple, à la populace, oi polloi, comme disent les Grecs. L'historien Hérodote nous rapporte comment Clisthène accueille les petites gens dans sa faction. Les membres de l'élite ne considéraient pas les gens du peuple comme des individus, mais comme une entité indistincte. La démocratie, c'est le déferlement de la masse, de la populace. C'est le pouvoir des pauvres sur les riches. L'espoir gagne toutes les rues d'Athènes. Le peuple a goûté au pouvoir. Si ce dernier est facile à distribuer, il est pratiquement impossible à arracher. Quand les aristocrates essaient d'imposer leur autorité, le peuple se révolte et prend l'acropole d'assaut. Il renverse les dirigeants et sans le savoir, ni même le vouloir, il fait naître la démocratie. Ce qui n'était à l'origine qu'une stratégie pour placer un homme au pouvoir va devenir au cours des 50 années qui suivent un tout nouveau système de gouvernement. Personne ne le sait alors, mais ce qui vient d'être inventé, c'est la première démocratie directe. Au temps de Clisthène, le concept n'existait même pas. Le mot démocratie vient de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Très vite, le concept s'enracine dans la vie politique. Il suffit de 2 générations pour que le mot démocratie soit connu de tous et pour que la cité la vénère comme une déesse. La démocratie est une fabuleuse surprise. Ils ne se sont pas contentés de remplacer un groupe de dirigeants par un autre, comme cela s'est passé pendant des millénaires en Orient. Ils se sont dit, essayons quelque chose d'inédit, gouvernons nous-mêmes. Dans un monde aux mains des rois et des cliques, les Athéniens se lancent, presque par accident, dans l'incroyable aventure d'un gouvernement direct par le peuple. Et ils vont transformer leur cité pour instaurer ce nouveau système. En face de l'acropole, les gens se rassemblent sur la colline de l'Apnyx. Tous les citoyens ont le droit de participer. Un vote à l'Assemblée fait autorité de loi. Le travail de l'Assemblée est coordonné, non pas par des politiciens de métier, mais par des citoyens ordinaires, tirés au sort pour un mandat d'1 mois. Ils siègent aux frais de l'État
dans la salle circulaire de la Tolos. Dans le bâtiment contigu se trouve la chambre du conseil, où les 500 membres de la Boulay se réunissent tous les jours. Leur rôle consiste à préparer les projets de loi qui seront votés par l'Assemblée des citoyens sur la PNIX. Si nous prenions exemple aujourd'hui sur Athènes, nous aurions des ministres différents tous les mois, désignés par tirage au sort, et nous devrions tous siéger à tour de rôle à l'Assemblée. Les Athéniens n'élisent pas des hommes qui décideront à leur place. Ils gouvernent eux-mêmes et sont gouvernés tour à tour. Qu'y avait-il ici? Nous avons toutes les raisons de penser qu'il s'agissait d'un tribunal. Les archéologues ont découvert une preuve tangible du souci d'équité athénien en mettant au jour une urne de vote. Nous avons trouvé dans l'urne 7 disques de bronze comme ceux-ci. Il y a une inscription dessus. Vote public. Au tribunal, chaque juge recevait 2 jetons, l'un transpercé d'une tige creuse et l'autre d'une tige pleine. L'un permettait de voter la condamnation et l'autre l'acquittement. Personne ne pouvait deviner quel jeton vous mettiez dans l'urne. Les jugements étaient rendus ainsi. Fabuleux. Tout avait été minutieusement pensé. C'était une façon de s'assurer que les jurés ne votaient pas sous la contrainte. Et tout pouvait être vérifié à tout moment. Le scrutin était anonyme. Les tribunaux jouaient un rôle crucial dans le fonctionnement de la démocratie. Les femmes n'avaient cependant pas le droit de vote. C'est vrai. Je m'en donne le droit aujourd'hui. Pour s'assurer d'une rigoureuse impartialité, les Athéniens ont fait preuve d'ingéniosité. Voici un clérothérion, une machine de tirage au sort. Les citoyens inscrivaient leur nom sur des plaquettes métalliques qu'ils inséraient ensuite dans ces fentes. Sur le côté, il y avait un tuyau en bois qui n'a pas survécu jusqu'à nous. On y glissait des billes en marbre noir et blanche. Selon la couleur de la bille qui tombait en face du nom des candidats, ils étaient retenus ou non ce jour-là. Comme ce procédé était répété tous les jours pour une conduite démocratique des affaires publiques, il était impossible de soudoyer les jurés ou de tricher pour être systématiquement sélectionnés. Cela nous montre l'importance de l'équité dans les débuts de la démocratie. En théorie, vous pouviez être un des magistrats qui proposait une loi, puis siéger à l'Assemblée pour voter cette loi, et enfin, 4 mois plus tard, faire partie du jury chargé de son interprétation ou de sa révocation. Vous étiez amené à occuper tous les postes de l'État. La démocratie opère un bouleversement radical dans la vie politique. Mais dans un monde où le gouvernement par le plus grand nombre est confiné dans l'enceinte d'une cité parmi des milliers, sa pérennité est loin d'être assurée. La démocratie n'aurait peut-être pas survécu si la fortune n'avait pas souri à Athènes. À la pointe de la péninsule athénienne se trouve le massif minier du Laurion, le cœur industriel d'Athènes. Les déchets des centaines de mines exploitées au fil des siècles et aujourd'hui désaffectées défigurent le paysage. Loin des circuits touristiques, le Laurion n'est pas sans intérêt historique, car l'âge d'or athénien est en fait bâti sur l'argent. Dès le début de l'âge de bronze, les hommes exploitent ces roches riches en dépôts minéraux. Mais c'est en 483 avant notre ère que les Athéniens découvrent un filon de plomb très riche en particules d'argent. Du jour au lendemain, Athènes devient outrageusement riche. De récentes fouilles ont mis au jour un quartier d'habitation. Ils devaient être un peu les uns sur les autres. Mais c'était comme ça un peu partout à l'époque. Ce qui fait que cet endroit est unique, c'est ça. Cette construction a été identifiée par les archéologues comme étant les vestiges d'une tour de garde. Les maisons voisines ne sont pas occupées par des citoyens, mais par des esclaves.
Et les Athéniens surveillent leurs esclaves 24 heures sur 24. Ils ont de bonnes raisons de rester sur leur garde. Un habitant sur 3 à Athènes est un esclave. Les Athéniens peuvent se permettre d'être de fervents démocrates parce qu'ils ont des esclaves pour faire leur sale boulot. Les Athéniens chérissent d'autant plus leur liberté qu'ils disposent de serviteurs qui ont perdu la leur. Dans la Grèce antique, la liberté était soumise à conditions, pas comme dans notre société contemporaine. Il y avait un grand nombre d'individus non libres, les esclaves. Non loin d'ici se tenait un marché d'esclaves, au cœur même d'Athènes. Nous ne devons pas oublier l'envers de la démocratie naissante. La plupart des esclaves, hommes et femmes, sont nés libres, mais ont été contraints au travail manuel en devenant des prisonniers de guerre. Ils ont alors été achetés, puis vendus, séparés de leur famille et stérilisés pour qu'ils ne puissent pas se reproduire. Il n'y a pas que les esclaves. En fait, 9/10 de la population n'ont pas le droit de vote. Il faut avoir l'âge requis et il ne suffit pas d'être né à Athènes. Il faut que son père et sa mère le soient également. Quant au reste des Athéniens libres, la moitié était disqualifiée d'office. Les femmes sont non seulement considérées comme des êtres inférieurs, mais on les dit aussi démoniaques, possédées par des esprits. En tant que telles, elles doivent être placées sous la stricte autorité d'un homme. C'est à Athènes que l'on trouve les premières femmes au visage voilé. Les femmes ne devaient pas être vues. De nombreuses représentations suggèrent qu'elles étaient voilées. Elles se couvraient la tête avec un grand châle. Sue Blundell étudie le statut des femmes dans la société athénienne. Vous enveloppez votre bras et si vous voulez vous couvrir le visage, il suffisait de faire ça. Oh, regardez! Exactement comme elle. Sophocle disait que le silence était la plus belle parure des femmes. Je me sens réduite au silence, en effet. Je déteste ça. Ça me rend claustrophobe. Le message que cela implique, c'est qu'une femme mariée est le bien de son époux. Oui. Il est la seule personne devant qui elle se dévoilera. Il n'y a pas qu'à Athènes. Presque toutes les sociétés jusqu'au XXe siècle ont été fondamentalement patriarcales. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils n'imaginaient pas que cela puisse être autrement. Les choses pouvaient être différentes. Et comment le savons-nous? Parce que c'était sujet à plaisanterie. Aristophane a imaginé ce qui se passerait si les femmes prenaient le pouvoir. Il y a également eu des réflexions philosophiques à ce sujet. Ainsi, Platon a imaginé ce qui se passerait si la famille n'existait plus et si les femmes devenaient, à l'égal des hommes, gardiennes de la République. Rien de tout cela n'est arrivé. Seuls les hommes libres d'Athènes pouvaient participer à la démocratie en se réunissant sur la Pnyx. Ils venaient ici à la pointe du jour et s'asseyaient par terre, à même la roche, pour discuter de la conduite de leur vie. Nous allons faire l'expérience de la démocratie grecque. Qui vote pour? La raison d'être d'un homme ordinaire vivant à Athènes était d'ordre politique. Qui vote contre? C'est sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. La proposition est adoptée. Mogens Hansen est un spécialiste de renommée mondiale sur la démocratie athénienne et son fonctionnement. C'est ici que se réunissaient les citoyens pour voter les lois, les décrets et pour désigner les stratèges. Toutes les décisions étaient prises à main levée. Ainsi s'exprimait la voix du peuple. Selon les Athéniens, le nom de la Pnyx vient de pyknos, qui veut dire bondé, dense, compacte. La Pnyx s'étend sur 2400 mètres carrés. Si l'on part du principe qu'une personne assise occupe 40 cm², l'endroit peut accueillir 6000 citoyens. Les lois importantes doivent être approuvées par le vote de 6000 citoyens. Et c'est exactement le nombre de personnes qui peuvent tenir sur la Pnyx. Mais il est impossible de compter 6000 mains.
Mogens s'est rendu dans un canton suisse où se sont déroulées des estimations de vote. J'ai pris des photos de l'Assemblée et j'en ai fait des agrandissements. Puis, avec un feutre, j'ai pointé toutes les mains levées pour voir si c'était un moyen fiable de distinguer la majorité dans une grande assemblée. Alors, est-ce fiable? Ça l'est. Selon Aristote, c'est ainsi que cela se passait à Athènes. Imaginez un peu le vacarme qu'il devait y avoir. 6000 hommes assemblés ici. Le cordonnier à côté du noble, pour débattre de sujets qui affectaient directement leur quotidien. Les héros présidaient les séances et disposaient d'une force de police composée d'esclaves pour le maintien de l'ordre. On raconte que si la foule désapprouvait le discours d'un homme, elle le huait jusqu'à ce que ses clameurs remplissent le ciel. Les Athéniens prennent leur rôle de citoyens très au sérieux. Ils qualifient ceux qui ne participent pas à la politique d'idiotesse, mot qui a donné idiot. Ils avaient un mot, orateur, pour désigner les politiciens, les professionnels, formés à la politique et habitués à s'adresser à un vaste public. On pouvait alors demander à un orateur d'en contredire un autre pour que les gens puissent faire un choix. C'était important d'avoir plusieurs voix. Cette jeune femme s'appelle Péto, qui veut dire persuasion. Les Athéniens la vénéraient comme une déesse. Ils lui accordaient de grands honneurs, dans l'espoir de recevoir le don d'éloquence, de maîtriser l'art de la joute oratoire. En 483 avant Jésus-Christ, les citoyens ont une lourde décision à prendre. Que faire de l'afflux d'argent des mines du Laurion? Il n'y a rien de tel qu'une discussion sur la façon de disposer d'une immense fortune pour exciter toutes les imaginations. C'est alors qu'un homme prend la parole. Il s'appelle Thémistocle et il propose un projet à long terme. Thémistocle ne vient pas d'une vieille famille d'aristocrates athéniens. C'est un homme du peuple pour qui la démocratie ouvre des horizons nouveaux. Il est ambitieux, il a de l'enthousiasme et de la détermination à revendre. Pour lui, Athènes doit régner sur les mers. L'Empire perse est comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Les Perses ont déjà tenté d'envahir le territoire grec. Contre toute probabilité, les Athéniens avaient réussi à les repousser à la fameuse bataille de Marathon. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que le roi Xerxès ne revienne chercher vengeance. Cette fois-ci, Thémistocle veut qu'Athènes se batte en mer. Les Athéniens ont besoin d'une nouvelle flotte de guerre, pas d'une baisse d'impôts, plaide-t-il à l'Assemblée. Grâce au pouvoir de persuasion de Thémistocle et à la perspicacité de l'Assemblée, la stratégie est adoptée. Au cours des 3 années qui suivent, les Athéniens vont construire plus de 200 trières. C'est un changement radical dans l'art de guerre athénien. Les trières seront désormais le fer de lance de la démocratie. Le mot trière veut dire 3 rames. Les rameurs étaient en effet disposés sur 3 niveaux. Les trières étaient les navires de guerre les plus rapides et les plus redoutables jamais conçus. Les Athéniens devaient perfectionner la technologie maritime s'ils voulaient vaincre la plus grande force navale au monde, à savoir la flotte perse. Les trières sont à la fois légères et rapides. Un double gouvernail leur donne une grande maniabilité. Athènes était déjà une démocratie. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a réussi à maîtriser cette forme de combat.
Les Grecs associaient le mot techné, qui veut dire technologie, aux trières. La force d'Athènes, c'est d'avoir joué la carte de la technologie et de l'innovation. L'équipage d'une trière comme celle-ci comptait 170 rameurs, entassés dans la coque. Imaginez l'atmosphère qu'il devait régner, la promiscuité, la sueur. Ils ramaient, en ayant pratiquement le nez collé à la nuque de l'homme qui était devant eux. Cette proximité ne faisait que renforcer leur cohésion. Ils étaient le moteur du navire, ils étaient conscients d'être indispensables. La trière est d'une telle perfection qu'on peut la considérer comme le symbole d'Athènes et de la démocratie. Le développement de la force navale a énormément influencé la politique de la cité, et les Athéniens en étaient conscients. Nous savons que les classes aisées étaient hostiles au développement de la flotte, peut-être parce qu'ils en mesuraient exactement les conséquences. À partir du moment où la force navale athénienne repose sur les épaules des classes les plus pauvres, que la force militaire repose sur la flotte, on a un glissement des forces politiques. Athènes ne peut alors que s'ancrer dans une démocratie véritable. En Orient, Xerxès se prépare à une nouvelle invasion. Il assemble une gigantesque armée à travers son vaste empire. À Athènes, les débats rationnels ne suffisent pas pour choisir la stratégie à adopter. Les citoyens décident de se remettre à une instance supérieure. À 160 km au nord-ouest d'Athènes, à Delphes, se trouve l'oracle sacré d'Apollon. Les questions sont soumises à la Pythie, qui rend son oracle. Les prêtres sont chargés de traduire ces paroles énigmatiques. Les Athéniens viennent demander conseil aux dieux. Leur question, quelle stratégie adopter pour contrer l'invasion perse et défaire la plus grande armée du monde connue? La réponse, Zeus accorde à Athéna une muraille de bois qui seule peut lui garantir sa sécurité. Reste à déterminer ce que l'oracle veut dire en parlant de muraille de bois. Certains pensent qu'il s'agit des fortifications en bois de l'Acropole. Il suffirait alors aux Athéniens d'y trouver refuge. Thémistocle est catégorique. Ce barrage de bois n'est autre que la force navale. Lors du vote, les Athéniens approuvent l'interprétation de leur amiral. Hommes, femmes et enfants évacuent la ville pour gagner l'île voisine de Salamine. Là, ils attendent le début des hostilités. En septembre 480, l'armée perse marche sur Athènes, déterminée à prendre sa revanche. Xerxès entre dans une cité déserte. Les Perses rasent l'acropole, s'emparent de ses trésors et mettent le feu à ce qui reste. Ces statues démembrées et rongées témoignent du terrible incendie qui a ravagé l'acropole. Depuis l'île de Salamine où ils se sont réfugiés, les Athéniens assistent, impuissants, à la ruine de leur cité. Ils avaient un plan, bien sûr. Leur idée, c'était de forcer les Perses à combattre sur le terrain qu'ils avaient choisi. Thémistocle s'arrange pour que Xerxès intercepte un message disant que ses hommes désertent. Si les Perses entrent dans le détroit à l'aube, ils n'auront aucun mal à s'emparer de la flotte grecque. Thémistocle espère que les Perses mordront à l'hameçon et tomberont droit dans son piège. À l'aube du 25 septembre, la flotte perse entre dans la rade étroite de Salamine. L'armée grecque moderne y a une base navale. Le capitaine Cosmas Christides a étudié la fameuse bataille au cours de sa formation. Bienvenue à bord. Sa connaissance approfondie de la passe confirme les témoignages historiques.
Par ici. C'est ici que la bataille a eu lieu. Les Grecs étaient à droite, les Perses à gauche. Les Grecs sont en infériorité numérique. Mais le détroit est un goulet d'étranglement qui ne laissera passer que la moitié de la flotte ennemie. Thémistocle sait que c'est un avantage décisif. La rade de Salamine fait moins de 300 mètres de large. La flotte perse ne peut s'y déployer. Ils ont su tirer avantage du terrain. Comme vous l'expliquiez, seul un nombre limité de navires perses pouvait entrer. Exactement. Thémistocle compte également profiter des courants matinaux et des vents latéraux pour désorienter ses ennemis. Le vent les tournait dans ce sens. Ce qui mettait leur flanc à découvert. Exactement. Le mot d'ordre était d'éperonner l'ennemi et s'éloigner avant qu'il ne puisse riposter. Les Athéniens fondent sur les navires perses et les déciment. Le reste de la flotte ennemie prend la fuite. Ce qu'il en résulte est une débâcle remarquablement orchestrée. C'est un massacre. La mer se teinte de sang. Les hommes sont embrochés comme de vulgaires poissons. Et cela dure toute la journée. Xerxès assiste à la défaite cuisante de sa flotte. Cette victoire va renforcer les fondements de la démocratie athénienne. Les guerres médiques ont été l'occasion d'expérimenter la démocratie de façon très concrète. Quand les Athéniens se sont fait envahir par un peuple lointain et qu'ils ont vu leur ville prise d'assaut, leur statue renversée, leur cité réduite en cendres, la victoire a dû avoir un goût amer. Qu'est-ce qui les différenciait finalement des vaincus ? C'est le sentiment d'avoir lutté contre la tyrannie, d'avoir fait valoir la voix du peuple sur la dictature. Il y a eu un avant et un après l'invasion perse. Des statues sont érigées dans toute la ville pour célébrer la victoire. Le message est clair. La démocratie occidentale peut et doit triompher sur la tyrannie orientale. Le schisme Est-Ouest est désormais gravé dans la pierre. La bataille de Salamine a été un événement déterminant dans l'histoire occidentale. Tout ce que nous associons à l'âge d'or grec du 5e siècle, à savoir la démocratie, les arts, la littérature, l'histoire, les débats philosophiques sur les régimes politiques, tout cela n'aurait pas été possible sans la victoire de Salamine. Après avoir écrasé la tyrannie, Athènes la démocrate entreprend de bâtir son propre empire. Ils avaient compris que le retrait des Perses laissait un vide en mer Égée. Si les Grecs n'asseyaient pas leur hégémonie, les Perses ne manqueraient pas de revenir. Les Athéniens ne pouvaient le permettre. Les cités-États grecques qui bordent la mer Égée se confédèrent sous l'égide d'Athènes pour parer à toute contre-attaque perse. C'est ce que les historiens appellent la Ligue de Délos, d'après le nom de la petite île où les alliés élisent leurs quartiers généraux. Délos est une terre sacrée. Elle a vu naître Apollon et Artémis. Je suis d'accord avec les Grecs pour dire que les dieux des vents marins et du ciel hantent les lieux. C'était vraiment judicieux d'établir le siège de la Ligue ici. C'est une île neutre, que l'on dit sacrée. Un voile de mystère et de superstition plane dans toute l'île. Elle impose un respect religieux. La Ligue est un franc succès. Plus le temps passe, et plus Athènes, forte de sa puissance navale, s'impose comme leader de la Confédération. Les cités-États plus petites n'ont pas assez d'hommes pour constituer des forces militaires et navales permanentes. Athènes fournit les hommes et ses alliés les finances. Chacun y trouve son compte. La construction du temple d'Apollon célèbre la fondation de la Ligue.
et abrite son immense trésor. Mais au bout de 20 ans, les travaux s'arrêtent, ce qui est plutôt étonnant, car c'est à ce moment-là que le monde grec est le plus prospère. Mais il y a une explication à cela. La Ligue ne construit plus rien sur Délos, car le trésor est transféré dans l'enceinte d'Athènes elle-même. Les alliés qui essaient de quitter la Ligue se voient contraints par la force de retourner sous l'hégémonie athénienne. Ce qui était à l'origine une coalition en vue d'une défense mutuelle prend des allures d'empire. Qu'est-ce qui alimente cette soudaine soif de puissance athénienne? Et si l'impérialisme démocratique se réduisait à un simple besoin économique? Les céréales sont au monde antique ce que le pétrole est au nôtre. Celui qui contrôle l'approvisionnement de grains tient les rênes du pouvoir. L'orge et le blé sont à la base de l'alimentation grecque. Toute pénurie entraîne une famine. Mais autour d'Athènes, ce ne sont que de vastes étendues rocailleuses et peu fertiles. Cette région est aujourd'hui habitée. Mais ces clichés, pris par la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale, montrent les terrasses où les Grecs anciens tentaient désespérément de tirer leur subsistance du sol. Au 5e siècle, Athènes a beau être à son apogée, elle a quand même besoin de se nourrir. Athènes doit importer ses céréales, comme en témoignent des archives découvertes dans un endroit plutôt inattendu. Les archéologues fouillaient les canalisations de l'Agora quand ils ont trouvé des inscriptions faisant état de tribus versées à Athènes. Il est question ici d'impôts. Les Athéniens demandent à leurs concitoyens à l'étranger de payer leurs impôts non pas en argent, mais en tonnes en céréales. L'historien Alfonso Moreno va nous parler de l'importance de l'approvisionnement en céréales dans les rouages de l'Empire. Cette terre est bien plus fertile que celle d'Athènes. Il a trouvé toute une série de places fortes athéniennes sur l'île fertile de Bé. Athènes avait conquis le Bé et réduit sa population en servitude. Quel malheur de vivre sur une terre fertile et ouverte. Cela excite toutes les convoitises. Oui, surtout si elle se trouve séparée seulement par un étroit chenal d'une cité comme Athènes. En s'appuyant sur quelques rares cartes et études, Alfonso a découvert un ensemble de forts qui n'ont pas encore été fouillés. Ils sont comme autant de preuves que les Athéniens, génération après génération, ont mobilisé de vastes ressources pour conquérir et défendre le plus de terres possible en Eubée. Ils sont allés jusqu'à évacuer toute la population de cette partie de l'île par la force. Combien de personnes en tout? D'après mes estimations, dans les 50 000 habitants. Ils ont été déplacés pour laisser la place à 1000 ou 2000 Athéniens. Je me demande si les gens se sont rendus compte que la démocratie n'était pas nécessairement un bienfait. Cette stèle témoigne de la toute-puissance de l'Empire athénien. La pierre est entièrement recouverte d'inscriptions qui dressent la liste des villes devant un tribut à Athènes, de la Palestine à la mer Noire. Il manque de nombreux fragments, mais cela donne une bonne idée des sommes qui affluaient dans les coffres de l'Acropole. Le contrôle de l'Eubée et les projets d'impérialisme colonial font partie de la politique menée par le plus puissant aristocrate athénien, Périclès. Le peuple l'adule. Thucydide écrira que sous son égide, Athènes avait pour nom démocratie, mais qu'elle était de fait gouvernée par un seul homme. Périclès ne faisait que suivre une longue tradition qui consistait à offrir aux Athéniens des butins toujours plus importants. L'Eubée en est une preuve éclatante et la dernière en date. Ça fait froid dans le dos d'imaginer les aristocrates se tenir là, face à la mer, en se demandant sur quoi ils allaient jeter leur dévolu. C'était plus ou moins ce qu'ils faisaient. C'était une sorte de compétition.
Un transfert de l'idéal archaïque exprimé dans les Jeux Olympiques à la scène politique. La démocratie était le moyen ultime d'entrer en compétition avec les autres membres de l'élite. Le peuple tirait de grandes richesses des invasions, des exploits aristocratiques de leurs dirigeants. Ils avaient les mines du Laurion, ils ont maintenant un empire. Les Athéniens ont plus d'argent qu'ils ne peuvent en dépenser. Périclès utilise cet excédent pour financer des projets monumentaux à la gloire de l'impérialisme athénien. En 447 avant notre ère, commencent les travaux de ce qui deviendra emblématique de la Grèce antique, le Parthénon. Le modeste temple d'Athéna, laissé en ruine après l'invasion perse, est reconstruit dans des proportions épiques. C'est la concrétisation de la vision péricléenne de la gloire athénienne. 15 années durant, citoyens, esclaves et métèques travailleront côte à côte pour ériger l'un des bâtiments les plus célèbres de l'histoire. Les millions de touristes qui visitent aujourd'hui l'acropole déambulent dans un site couvert d'échafaudages. Les travaux de restauration jettent un éclairage nouveau sur la construction originale. Combien d'ouvriers ont travaillé ici sous Périclès? Il a fallu 200 personnes pour édifier le Parthénon. 200? Oui. Du matin au soir? Ils mangeaient sur place. On a retrouvé sur le site des os de poulet et des coquilles. De fruits de mer? Oui, ils devaient manger sur place, face à la vue panoramique sur Athènes. Fabuleux! Un pique-nique sur les hauteurs du Parthénon. Le bâtiment est orné de frises sculptées. L'une d'elles met en scène la très aristocrate cavalerie athénienne. Le Parthénon est le plus grand temple de Grèce. Toutes les cités importantes veulent afficher leur puissance. Le Parthénon sert à cela. L'expression du pouvoir. On parle toujours du Parthénon comme d'un temple. Ce que les gens oublient, c'est qu'il était à l'origine une banque. On y entreposait l'argent et les trésors. Aucun rite religieux connu n'y était pratiqué. Non seulement on y gardait l'argent de la cité, le trésor de la Ligue, mais il a été construit avec cet argent. Loin d'être le symbole d'un hellénisme immaculé, il est celui de l'impérialisme d'Athènes sur les petits États vassaux, le symbole de sa propre glorification. Le projet cher à Périclès n'est pas au goût de tout le monde. Des factions s'insurgent de voir les démocrates prendre l'argent de la Ligue réservé à la défense des territoires grecs pour amadouer le peuple athénien. Ils expriment leur mécontentement à Périclès devant l'Assemblée. « Nos alliés doivent être outrés », clament-ils. Ils doivent voir comme un acte de tyrannie effrontée le fait que leur contribution, que nous leur extorquons par la force pour les défendre contre les Perses, servent en fait à parer et glorifier notre cité, à l'habiller comme une vulgaire prostituée. La réponse de Périclès est une défense de l'Empire et de son symbole le plus éclatant. Les Alliés n'ont fourni aucun cheval, aucun soldat, aucun navire. Tout ce qu'ils donnent, c'est de l'argent, dit-il aux Athéniens. Il n'est que justice qu'une fois les dépenses de guerre couvertes, une fois la sécurité des alliés assurée, Athènes emploie les richesses excédentes pour entreprendre des travaux publics. Ces ouvrages lui assureront une gloire immortelle. Son éloquence lui permet de justifier une politique de prestige qui gravera son nom à tout jamais dans l'histoire. L'impérialisme d'Athènes ne fait que se renforcer. Ceux qui lui résistent sont punis. Hommes, femmes, enfants sont massacrés. Il est dans la nature de l'homme, disent les Athéniens, de s'emparer du pouvoir quand il le peut. Les plus forts font ce qu'ils veulent. Les faibles ne peuvent que l'accepter. Au nom de la démocratie, ils continuent de mener une politique expansionniste qui va finir par dresser contre eux des cités-États rivales jadis alliées. En 432, les Athéniens doivent faire face à un ennemi redoutable. Il s'agit de la plus grande force militaire du monde antique.
Sparte. Le dénouement est digne d'une tragédie grecque. C'est Sparte, une cité totalitaire qui va libérer la Grèce tombée sous la tyrannie d'Athènes, la première démocratie du monde. Périclès conduit Athènes dans une guerre désastreuse. Même s'il persuade ses concitoyens, grâce à sa formidable éloquence, qu'il meurt pour la bonne cause. Lors de la cérémonie annuelle aux hommes tombés pour la cité, il donne un dernier discours passionné pour la défense de la démocratie et d'Athènes. Je pourrais vous dresser la longue liste de ce qu'il y a à gagner à vaincre son ennemi. Mais je préfère que vous gardiez votre regard braqué sur la grandeur d'Athènes. Notre constitution s'appelle démocratie, car le pouvoir est aux mains du peuple. Car nous sommes tous égaux devant la loi. Notre valeur ne se mesure pas à notre appartenance, à telle ou telle classe sociale, mais à nos mérites propres. Ces mots ont une telle force de persuasion que nous les considérons encore aujourd'hui comme l'expression de l'esprit même de la Grèce classique. Mais au 5e siècle, nombreux sont ceux pour qui la vision de Périclès n'est pas synonyme de société libre et tolérante. Des voix contradictoires s'élèvent dans la cité et la menace gronde. La démocratie athénienne commence peu à peu à se fissurer. Ce processus de rupture commence seulement maintenant à se préciser. La parole est le carburant de la démocratie athénienne. Sont entreposés ici des milliers d'écrits du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui attendent encore d'être traduits. Une histoire non officielle de la cité émerge peu à peu du passé. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble comment les rivalités intestines et les conflits avec les autres cités vont renverser la démocratie et comment la découverte récente de documents va révolutionner notre vision de l'âge d'or grec.